Tout le monde parle du Congo. Chacun va de son commentaire, de son expérience personnelle, de son expertise. Le Congo dans la rue, le Congo à l'église. Le Congo dans les écoles, le Congo à l'université. Le Congo sur les médias et dans les réseaux sociaux, puis j'en passe. Le Congo en vrai est une émission qui nous plonge dans la réalité globale des faits. Sans passion ni subjectivité, nous parlons de la perspective de l'avenir. Bienvenue dans ce premier numéro. Nous recevons pour vous l'honorable Jean-Jacques Mamba, avec qui nous allons parler de deux thématiques, la situation sécuritaire et la situation socio-économique. À bientôt. Mes chers compatriotes, où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, le 7-30 juillet 1960, les uns et les autres voulons avoir une influence déterminante sur nous. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais, des élections libres et démocratiques, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Bonjour honorable Jean-Jacques Mamba et Bonjour bienvenue. madame. Content de vous retrouver dans ce plateau, le Congo en vrai. Nous allons discuter de deux thèmes, la sécurité, la situation sécuritaire et la situation socio-économique. Félix Tshisekedi, dans sa démarche pour essayer de rétablir, restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, a pensé se rapprocher de Kagame. Il a ovationné au stade de Martyrs en l'appelant son frère lors des obsèques du feu Étienne Tshisekedi. Et ensuite, il a même mis un partenariat sur pied dans lequel il met la partie de l'Est, tout ce qu'on a comme minerais et richesses, et en échange ou en partie à Kagame de trouver des bailleurs de fonds, des partenaires. Travailler ensemble, c'est un partenariat win-win. Était-ce une erreur? Mais je ne pense pas. Nous avons 9 frontières, nous avons 9 pays voisins. Je pense que l'idée de la diplomatie était globale, c'est-à-dire relation de bon voisinage. Le président Tshisekedi était conscient de la situation à l'est du Congo. Je pense qu'il a voulu à un moment donné tester la bonne foi de M. Kagame pour éviter l'anarchie, parce qu'en réalité, nos sœurs et frères qui meurent, à qui nous pensons quotidiennement, qui sont dans nos prières, meurent par le fait de nos richesses, qui sont pillées de manière anarchique et qui sont exportées à un prix qui est en dessous du marché, ce qui constitue une aubaine financière pour le Rwanda. Et d'ailleurs, tout le système économique rwandais repose sur l'exploitation des minerais de manière anarchique dans notre pays. En même temps, c'était une main tendue, en même temps, c'était un piège pour tester sa bonne foi. Donc je pense qu'au début de son mandat, il n'avait pas le choix que de d'abord tester la bonne foi et voir dans quelle mesure nous pourrions, si vous voulez, aplanir les différends qui existaient entre ces pays en organisant le développement économique de la région. C'est une région qui est très riche alors que toutes les populations qui y vivent sont extrêmement pauvres. Malheureusement, cette démarche du président Tshisekedi a rencontré une fin de non-recevoir. Les gens, d'aucuns peuvent qualifier cela d'une erreur. Je pense que c'était quand même responsable à son arrivée au pouvoir, de voir dans quelle mesure on pourrait d'abord privilégier la voie diplomatique pour la résolution des conflits. Et maintenant que ça n'a pas fonctionné, nous sommes dans une logique de guerre et vous avez bien compris que tous ces projets sont tombés à l'eau. Alors, les intentions de Paul Kagame se sont révélées. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution. Partant de ce partenariat, il a décidé d'adhérer à l'EAC, faire adhérer le pays à l'EAC. Et là, nous avons maintenant sur la partie, cette région-là, nous avons plusieurs pays, le Burundi, nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya. Et si le président principalement est allé vers l'EAC, c'était pour attendre d'eux un appui au FRDC qui se trouvait déjà sur le champ de guerre, trouver une possibilité de repousser les M23.
Mais on se rend compte que la situation persiste. Les AC jouent exactement le même rôle que la MONUSCO, qui est là depuis plus de 20 ans. Bon, d'abord, l'EAC n'est pas une organisation militaire. C'est une communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Et dans sa charte, effectivement, il est prévu que lorsqu'un des pays membres est agressé, que les autres pays apportent un soutien. Je ne pense pas que les différents gouvernements de ces pays-là allaient autoriser que leurs militaires viennent mourir sur le sol congolais. Il faut savoir que c'est une affaire qui est purement congolaise, c'est une rébellion, et nous avons l'entière responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Maintenant, on peut apprécier de diverses manières le fait que nous ayons plus ou moins 6 armées étrangères. La question est de savoir elles sont là pour combien de temps. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'acuité, le fait que nous n'ayons plus accès aux territoires libérés par les rebelles et occupés aujourd'hui par l'EAC pose la question. Et je crois qu'au Parlement, cette semaine, il y aura un débat houleux sur le mandat de ces différentes forces, la durée de leur mandat et la portée, ou si vous voulez, la nécessité même de leur présence sur le sol congolais. Mais il faut quand même retenir que l'EAC n'est pas comme l'OTAN, donc ce n'est pas une organisation militaire, c'est une organisation sous-régionale pour le développement des intérêts économiques win-win, mais qui prévoit dans sa charte qu'un pays qui en fait partie, lorsqu'il est agressé, il faut que les autres pays lui apportent le soutien. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que nous voyons les troupes soudanaises, burundaises, ougandaises, et j'en passe. Mais c'est vrai que la question de sécurité reste une question nationale, une question de souveraineté. Et dès lors que nous aurons constaté, parce que c'est ce qui se dégage, que l'EAC ou les forces de l'EAC sont en dessous des attentes des Congolais, le Parlement devra prendre ses responsabilités et éventuellement adopter des résolutions dans le sens du retrait de ces forces. Si je dois suivre de près ce que vous venez de dire, ça veut dire que déjà au départ, le président, nos adhérents à l'EAC savaient qu'en échange, nous n'aurons pas cette armée régionale pour aller combattre ensemble avec les FARDC, mais plutôt juste un sens... Non, le principe de base, c'est que lorsque vous êtes dans la même communauté, vous ne vous faites pas la guerre. Et ici, il est établi que c'est le Rwanda qui appuie le M23. Dans les cadres de mécanismes de résolution des conflits, il était question, dans ce cadre-là, que le M23 retire son appui, que le Rwanda retire son appui au M23 et que un développement économique de la région puisse profiter à tous les pays membres de cette communauté. Maintenant, nous avons suivi le président de la République, nous avons suivi les accords de Luanda qui prévoyaient la contrainte par la force, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a été demandé aux rebelles du M23 de se retirer de tous les territoires occupés, de s'en cantonner, d'être désarmés. Ceci est écrit noir sur blanc. Les différents participants à ces réunions à Luanda ont signé ces accords, mais sur le terrain, la situation est tout à fait autre. Autant aussi le mandat qui me paraît encore très flou des forces de l'EAC, parce que lorsqu'on suit le fils de Museveni, le général ou l'ancien général qui dit qu'ils ne peuvent pas combattre le M23 parce que ce sont des frères, effectivement, il y a une proximité idéologique, une proximité ethnique. La plupart d'entre eux sont des nilotiques et peut-être que pour cette raison, ils ne voient pas l'utilité de combattre leurs propres frères. Maintenant, de manière générale, la guerre devrait être la dernière solution parce que, vous voyez, nous avons beaucoup de déplacés, les gens meurent. Ce n'est pas que nous sommes des belliqueux et que nous voulons absolument nous battre. S'il y a des voies exploitables par lesquelles nous pourrions obtenir des résultats d'accalmie, de paix, de stabilité, sans le bruit des bottes, sans les armes, on devrait exploiter ces voies-là. Et je crois que l'EAC paraissait une de ces voies. Mais malheureusement, l'entêtement de Kagame et sa détermination à exploiter de manière anarchique nos ressources font qu'aujourd'hui, on ne nous laisse pas beaucoup d'options que de nous battre pour protéger nos concitoyens et préserver l'intégrité territoriale. Alors, avant que Museveni, le fils de Museveni, ne tienne son discours qui, quelque part, nous fait froid au dos, parce qu'on se rend compte que finalement, on est seul et que ça veut dire tout simplement que la présence de cette armée régionale ne va pas nous servir à grand-chose. Samia Uhuru, la présidente tanzanienne, avait tenu un discours où elle rappelait clairement les convenances, on va dire, de la présence de l'armée régionale sur notre territoire.
Mais pourquoi, bien que la population aussi était en train de revendiquer le départ de l'EAC, parce qu'elle se disait qu'il ne jouait aucun rôle positif, tout va en dessous de leurs attentes, pourquoi le gouvernement de Kinshasa a quand même reconduit ce contrat avec l'EAC? Ils ont prorogé le contrat avec l'EAC. En fait, pour moi, il y a deux situations. Il y a notre affiliation ou notre appartenance à l'EAC. Ça, c'est un fait. Et comme je vous ai dit, nous n'avons pas adhéré à l'EAC pour obtenir une protection militaire quelconque. C'est d'abord une organisation socio-économique qui regroupe des pays qui peuvent avoir des intérêts économiques communs. Ça, c'est une chose. Maintenant, la présidente de la Tanzanie, ça pouvait être vous, en tant que président d'un pays, vous ne seriez pas en train d'encourager à ce que vos militaires tanzaniens aillent mourir pour un conflit qui ne les concerne pas a priori. Ça veut dire aller mourir en Afrique, précisément au Congo, à l'est du Congo. C'est des choses que vous n'alliez peut-être pas accepter. Donc, il faut savoir que chacun de ces pays est redevable devant son Parlement. Il y a eu des voix qui se sont élevées dans le Parlement, au Parlement tanzanien, et je crois que la présidente a réagi par rapport à ces voix-là. C'est comme si ça pouvait nous arriver qu'un pays voisin nous demande de l'aide militaire et que notre Parlement dise, écoutez, nous pouvons accorder cette faveur, mais à condition que nos militaires n'aillent pas mourir au front. Okay. Donc, je veux dire que ça relève de la souveraineté des pays. Chaque pays cherche à protéger, entre guillemets, ses enfants ou ses militaires ou ses troupes. Ça, c'est vraiment une question de souveraineté. Maintenant, le vrai problème qu'il y a, c'est que au départ, il y a eu des convenances, il y a eu des accords, il y a eu des signatures, des protocoles, mais sur le terrain, les choses ne se sont pas réalisées telles que convenues. Et malgré cela, on a vraiment l'impression qu'en lieu et place de nous aider à neutraliser l'ennemi, les forces de l'EAC nous mettent sur le même pied d'égalité que le M23, de sorte que lorsque le M23 accepte de se retirer, il a le toupet de menacer et de dire que ce sont leurs terres, que ce sont leurs espaces conquis et que nous n'avons pas accès, ou nous ne pourrions pas avoir accès en tant que FARDC, en tant que pays souverain. Alors, c'est ce que je considère comme étant très gravissime. Et notre Parlement, autant le Parlement tanzanien a levé la voix, notre Parlement devrait, et j'espère que ce sera fait très rapidement, prendre des mesures, des recommandations pour voir, vérifier la nécessité de prolonger cette mission qui finalement nous fait beaucoup plus de mal et une mission qui est en dessous, alors largement en dessous de nos attentes. L'EAC ne nous a pas donné ce qu'on voulait, mais de l'autre côté, le président ne s'est pas arrêté, il a continué de se battre. Il a milité jusqu'à ce que nous réussissions à avoir cette notification qui nous permettrait maintenant de pouvoir nous acheter des armes. Question de renforcer les FARDC. Il y a même le budget de l'armée qui a sensiblement augmenté. Mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'armes qui s'achètent. On a comme l'impression que les FARDC continuent d'être dépourvus parce que plus les jours passent, plus on entend parler des territoires qui sont gagnés par les M23. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de progression en ce qui concerne le M23. Dernièrement, c'était Mouesso. Oui, c'était Mouesso. Oui. En ce qui concerne l'armée, comme on pourra le constater, nous avons une certaine courbe d'évolution des dépenses militaires. En 2022, nous avons atteint plus ou moins 404 millions, contre 12 millions en 2016, ce qui équivaut à plus de 20, 30, 40, 50 fois le budget de l'armée. Alors, si vous ne voyez pas les armes arriver, demandez à ceux qui sont à Matadi. En tout cas, il y a des approvisionnements importants en logistique pour appuyer les FARDC. Après une guerre, c'est comme on le sait tous, prenez 3-4 guerres de notoriété publique, celle de l'Irak, celle de l'Afghanistan et dernièrement celle en Ukraine. Vous comprendrez très bien que c'est difficile de déterminer un calendrier et de s'assurer que, bon, à un moment donné, voilà, on commence la guerre au moment X et on va la finir au moment Y. Cela n'est juste pas possible. Et donc, il faut continuer à soutenir les FARDC. Ce que nous avons comme chiffre en tête en mode de dépenses militaires est une vraie preuve que le gouvernement est à pied d'œuvre pour donner à notre armée les moyens
nécessaires à la défense de notre intégrité territoriale, à la protection de nos concitoyens. Et j'ai même l'impression, parce que je suis de l'ECOFIN, que le budget 2024 sera encore largement plus important que celui de 2022 et qu'on pourrait facilement atteindre la barre de 500 à 600 à 700 millions de dollars pour effectivement, comme je le dis, permettre au FARDC d'assumer seul le destin en ce qui concerne la sécurité et la souveraineté de notre pays. Le cœur serré, bien qu'il y ait un budget important, qui est des achats d'armes, comme vous venez de nous le confirmer maintenant, on a tous eu cette sensation que les FARDC étaient abandonnés à leur propre sort. Mais après, il y a le gouvernement Sama II qui dernièrement venait d'être annoncé et à la tête de la défense a été placé Jean-Pierre Bemba, qui maintenant représente une lueur d'espoir pour tous les Congolais et je crois même que c'est un coup de pouce pour les FARDC qui sont sur le champ de bataille. Pensez-vous qu'avec lui, nous allons réussir à débloquer cette situation? Bon, il a le meilleur profil. Oui. Ça, je ne le dis pas parce que c'est le président du MLC. Donc, Le meilleur faites profil partie. parce qu'il a l'expérience. À un moment donné, il a tenu un mouvement politico-militaire. Il était aussi à l'est de la RDC. Il connaît la plupart des belligérants, des tireurs de ficelles que sont les Rwandais comme les Ougandais. Et c'est un monsieur qui est quand même doté d'un certain courage et d'un certain savoir-faire. Donc, il y a beaucoup d'attentes qui sont cristallisées autour de cette nomination. Et j'espère, en tout cas, je lui accorde toute la bénédiction du monde pour qu'il réussisse cette mission parce qu'il va le faire dans l'intérêt de nos sœurs et frères qui sont en train de souffrir à l'est du pays. Donc, je crois qu'autour de sa présence au niveau du ministère de la Défense, il y a beaucoup d'attentes. Et j'ai bon espoir qu'il va rencontrer les préoccupations de ceux et celles qui croient en l'action du gouvernement. Ben, nous serrons les doigts et nous espérons qu'avec Jean-Pierre Bemba, nous saurons très bientôt retrouver la paix à l'est du pays. Nous allons maintenant parler de l'économie et on va ouvrir avec la gratuité de l'enseignement. Selon vous, c'était une réussite ou un échec? D'abord, il faut considérer que l'enseignement primaire, pour ne parler que de cela, tous les enfants sont égaux. Ça veut dire que tous nos enfants, et ça c'est la Constitution qui dispose, Bien sûr. que tous les enfants doivent avoir accès à l'école. Mais le problème, c'est au niveau de la programmation et des moyens pour le faire. Les moyens ont ce compris les infrastructures, donc les écoles qui doivent accueillir les enfants, mais aussi les enseignants et le traitement des enseignants. Alors c'était un pari qui était risqué. Pourquoi? Parce que il y a un principe qui veut que la qualité de l'enseignement soit maintenue. Parce qu'on peut avoir accès à l'enseignement, mais quel type d'enseignement? Quelle qualité d'enseignement? Voilà. Et donc, vous allez comprendre que lorsque ce défi a été lancé, il y avait d'énormes problèmes. Et ces problèmes persistent. Mais c'est vrai que avec le temps, ça commence à s'atténuer. Le premier problème, c'est qu'il y avait la disparité salariale entre ceux qui étaient dans les écoles conventionnées et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient dans les écoles strictement publiques. Dans les écoles conventionnées, il y avait ce qu'on appelait la contribution des parents. Donc, un professeur se retrouvait facilement avec 500 et 600 dollars dans une école catholique, alors que ceux de l'enseignement public, en 2016, gagnaient 101 dollars. Et donc, dès lors qu'on avait supprimé la contribution des parents, il était difficile pour les personnes qui étaient les enseignants dans les écoles conventionnées de continuer à prester dans les mêmes conditions parce qu'elles étaient amputées d'une partie de leurs revenus. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'était un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'école est gratuite, cela veut dire qu'il faut construire des salles de classe. Et lorsque vous prenez la courbe de scolarisation de nos enfants, vous prenez entre 2015-16 jusqu'en nous sommes en 2023, il y a eu à peu près 5 à 6 millions d'enfants qui ont accès aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 31 millions d'enfants qui ont accès à l'école. Mais le travail au niveau des infrastructures pour les accueillir et l'amélioration du traitement des enseignants est un travail que nous devons faire de manière continue. On a engagé plus ou moins 50 000 nouvelles unités d'enseignants et le salaire des enseignants est passé en termes relatifs de 101 dollars aujourd'hui à 485 000 francs, qui est l'équivalent de plus ou moins 248 dollars. Ce n'est pas assez.
Et je crois que au-delà du fait que cette ambition est légitime, il faudra continuer à l'accompagner de plusieurs efforts. Et je pense que la construction des écoles est un effort qui est permanent et qui se fait au jour le jour. Autant aussi la garantie de l'amélioration des conditions du travail de nos enseignants l'est. Et vous allez voir que le ministre de l'EPST ne ménage aucun effort pour essayer de rencontrer, avec celui du budget, celui des finances, de rencontrer au mieux les préoccupations posées par les enseignants. Alors, le nombre d'enfants qu'on a eu qui ont pu aller à l'école cette année-ci, c'est quelque chose qu'on a pu voir seulement ici à Kinshasa ou c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Non, écoutez, quand vous avez le schéma, comme je vous l'ai dit, vous avez 18 millions en 2016, 31 millions en 2022, donc ça fait une progression de plus ou moins 11 millions d'enfants ces 4 dernières années. Et lorsque vous prenez entre 2018 et maintenant, donc ça fait vraiment 11 millions d'enfants en plus en raison de la gratuité et de l'enseignement. C'est quelque chose de très bien parce qu'en réalité, imaginez-vous que ces 11 millions d'enfants n'aient pas accès, c'est 11 millions de chèques que vous créez. Voilà. C'est 11 millions de personnes sans avenir qui vont augmenter le banditisme urbain, qui seront entre guillemets des bons rien dans la société. Et 11 millions, c'est l'équivalent d'un pays. Voyez-vous, au Rwanda, ils sont à 13 millions. Donc, si vous avez 11 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, lorsqu'ils atteindront l'âge de 15-16 ans, c'est 11 millions de bandits, entre guillemets. Voilà. Donc, ce sont des efforts que nous devons continuer à appuyer. Nous félicitons le gouvernement, mais à côté de cela, le défi du maintien de la qualité de l'enseignement doit être une ambition permanente. Et donc, pour y arriver ou pour la maintenir, ça va de la construction des écoles ou des salles de classe, parce qu'il faudrait en moyenne que nous ayons 25 et maximum 30 enfants par salle de classe, pour assurer que l'enseignant a un suivi personnalisé de chaque enfant, mais en même temps, essayer de rencontrer la préoccupation salariale des enseignants, qui eux aussi sont des parents. Parce qu'il y a eu des grèves, il faut le dire, quoique... Ils ont des enfants scolarisés, et donc ils sont en droit de réclamer un traitement décent. Ok. Et aujourd'hui, nous avons ce souci avec les professeurs d'université qui, eux aussi, sont en train de gréver, réclamant un besoin d'amélioration, d'augmentation de leur salaire. Bon, c'est le moment, vous pensez ou... Non, je ne vais pas dire que ce n'est pas le moment. Vous savez, dans tous les pays démocratiques, les grèves sont une expression d'un mécontentement, d'une insatisfaction. Mais il y a aussi des réalités avec lesquelles nous devons composer. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes un pays en guerre. Cela veut dire qu'en termes de priorité, le gouvernement, ce sont des dépenses imprévues qu'on ne peut pas forcément budgétiser, est censé assurer la protection des Congolais. Et il y a beaucoup de moyens qui sont consacrés au maintien de nos forces sur le front, à leur logistique et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a un budget de 15 milliards qui est prévu pour cette année, mais vous savez aussi que ce budget dépend étroitement du cours des matières premières et d'autres facteurs exogènes. Donc aujourd'hui, pour le gouvernement, la priorité, c'est la sécurité. C'est l'ensemble des personnes qui sont dans des camps de déplacés, qui n'ont plus accès à leur domicile. Ce sont des viols et des tueries qu'il y a tous les jours. Et si on prend ce point de vue-là, on pourrait dire qu'une grève des enseignants, une grève des professeurs d'université ne serait pas en phase avec la situation du pays parce que le pays a beaucoup d'autres priorités. Et il faudrait que chacun de nous paie une partie du sacrifice nécessaire au maintien de la paix et à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et là, vous parlez de tous les fonctionnaires jusqu'à l'Assemblée, les députés, les ministres. Je suis député national. On devrait revoir je suis député national, les revenus de tous. Je ne suis pas encore payé. Okay. On doit diminuer le train de vie de nos institutions, ça c'est un fait. Nous devons nous adapter à la situation, nous devons sécuriser ce pays, c'est le seul, entre guillemets, bien que nous avons. Et donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que chaque institution, chaque corps devrait consentir des sacrifices au profit de nos forces armées pour assurer l'intégrité territoriale et la protection de nos concitoyens. 14 milliards de dollars, budget prévu pour l'année 2023. 14,6. 14,6, voilà. Mais déjà, nous avons une réserve d'échange de 400 000 dollars à peu près. Non, la réserve d'échange aujourd'hui, elle est à 4,3 milliards.
4,3 milliards. L'équivalent de 2 mois et demi d'importation. Mais avec le dollar qui monte en vitesse, aujourd'hui, on est déjà un dollar qui fait 2300 francs congolais. On ne sent pas les 14,6 milliards de dollars, on ne sent pas cette réserve d'échange de 4 milliards. Bon, vous savez, allez, elles sont liées, mais de manière très, très indirecte et très, très éparse. Si on veut parler du budget, il faut savoir qu'entre 2006 et 2016, on va dire, nous avons flirté avec un budget allant de 4 milliards à maximum 6 milliards. Ça, c'est le budget, alors que la loi de la reddition des comptes, c'est-à-dire l'exécution, ne dépassait rarement les 4 milliards de dollars. Nous avons connu un bond sur le budget. C'est un bond qui nous a permis aujourd'hui de flirter avec 14 milliards, 15 milliards de dollars. Cela veut dire qu'en réalité, lorsque vous prenez entre 2018 et 2023, vous êtes à plus ou moins 100%. Parce qu'on a flirté avec 7 milliards à cette époque-là, donc 2016, 2017, 2018, c'était plus ou moins 7 milliards. Et on va épiloguer en 2023 et certainement 2024 avec un budget de 20 milliards. Ce sont des efforts qu'il faut considérer. Ce sont des efforts qu'il faut féliciter. Mais ça ne résout pas tout le problème. Parce qu'en réalité, le budget n'est qu'une prétention. Après, il y a la loi de la reddition des comptes. Ça veut dire, en fin d'année, qu'est-ce que vous avez réellement mobilisé? Mais il faut aussi savoir que nous avons des métropoles, des mégalopoles, comme ici à Kinshasa, avec 13 millions d'habitants, alors que nous avons quand même un pays de 2 345 000 km² avec 26 provinces. Il y a des provinces qui sont extrêmement pauvres. Donc, le budget... Donc, c'est déjà dans la démographie. Non, je vous parle du budget. Okay. Le budget de 14 milliards, quand vous prenez par exemple le projet des 145 territoires pour lequel 700 millions ont déjà été déboursés, va permettre aussi à ce que la richesse soit créée dans les provinces. Parce que c'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville comme Kinshasa, vous avez un taux de chômage structurel de plus de 90% et vous avez cette forte sensation de pauvreté parce qu'aussi dans les provinces sont vides. Okay. C'est-à-dire que tout le monde vient pour chercher sa vie à Kinshasa. Dès lors qu'on commence à développer des projets qui permettent aux provinces de se développer, il y aura une certaine répartition, je veux dire la démographie, et chacun dans son coin pourra trouver un bon coin. Enfin, chacun dans son coin pourra y vivre décemment, comme s'il vivait dans la capitale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'électrification, vous prenez la desserte en eau, en dehors des capitales et des grandes provinces, des chefs-lieux des provinces, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, ce budget-là permettrait ou permettra à l'État de rencontrer les préoccupations et les besoins et les attentes de la population en termes de prestations. Infrastructure, santé, parce qu'on est en train d'instaurer la couverture de santé universelle, donc la santé pour tous. Infrastructure, parce qu'on veut construire des hôpitaux, on en a déjà construit, on réhabilite Mamayemo, on en a construit en province. Avec le projet des 145 territoires, il faudrait qu'on ait un hôpital moderne dans chaque province, dans chaque territoire, qui ait un poste de police, qui ait des écoles dans chaque territoire. Et de cette manière-là, avec le temps, je crois qu'on va progresser. Maintenant, pour revenir à votre question du taux de change, vous savez, il y a beaucoup de spéculation autour de cela. La Banque centrale intervient sur le marché pour réguler lorsqu'il y a nécessité. Mais si elle a une politique interventionniste, c'est-à-dire qu'elle doit intervenir à chaque fois qu'il y a cette guéguerre-là, c'est-à-dire cette spéculation autour du taux de change, non seulement elle va s'affaiblir, mais elle va permettre à ceux qui spéculent de continuer à spéculer, aller encore plus loin. Il y a la réalité du marché, il y a les forces du marché qui vont se contraindre à un certain moment pour préserver l'équilibre. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à 23, la semaine passée nous étions à 22. Vous allez remarquer que ça fait 2-3 mois qu'on flotte entre 21 et 23. Mais je crois que la Banque centrale a des outils. On a même commencé à traquer certains changeurs véreux. Elle a des outils qu'elle peut mettre en place pour contrôler la situation. Mais je ne pense pas qu'une intervention directe sur le marché des changes de la Banque centrale en ce moment va changer quoi que ce soit, parce que si elle injecte beaucoup de dollars, ça peut faire semblant de se calmer. Mais si les forces du marché restent négatives, à un moment donné, ça va rebondir, ça va peut-être rebondir encore beaucoup plus loin.
pour aller à 24, pour aller à 25. Donc, j'ai bon espoir que la politique de contrôle et de monitoring mise en place par la Banque centrale va fonctionner. Mais c'est vrai que sur terrain, avec $1 à 23, le prix des denrées et le prix de tout ce que nous consommons est en train d'augmenter. Mais bon, on verra bien. Et si ça ne s'améliore pas et que la Banque centrale ne fait pas son travail de régulation, en tout cas, si son travail de régulation ne porte pas les résultats escomptés dans un très court terme, nous serons en mesure de prendre nos responsabilités et d'interpeller éventuellement le ministre des Finances pour en discuter ou convoquer à l'ECOFIN, dont je suis membre, le gouverneur de la Banque centrale, pour en savoir plus. En dehors de ces changeurs véreux, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qui fait que nous ayons cette augmentation du dollar qui coûte de plus en plus cher. Je crois que ça ne se fait pas en Angola, c'est pas comme ça en Angola, c'est pas comme ça à Brazzaville. D'ailleurs, le dollar a moins de, comment je peux le dire, le dollar vaut moins que le franc CFA à Brazzaville, moins que le kwanza en Angola. Oui, il y a ce qu'on appelle, il y a la loi de Gresham. La loi de Gresham, okay. C'est une loi qui dit que dans un environnement économique où il y a deux monnaies qui circulent, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Okay. Ce qui se passe chez nous, c'est que le premier réflexe que nous avons en tant que Congolais, lorsque nous sommes payés en francs congolais, c'est de se dire qu'il faut trouver des dollars pour thésauriser ou pour garder notre argent, pour le dire comme ça. Ça veut dire que, bon, voilà, on n'a tellement pas confiance en notre monnaie que chacun de nous, lorsqu'il a des francs congolais, lorsqu'il est payé, parce qu'on parle de millions de francs, son premier réflexe, c'est d'aller sur le marché de dollars et chercher des dollars et en racheter. Et donc, à un certain moment, si l'on déverse, parce que par exemple, il y a des dépenses militaires, elles ne se font pas en dollars, elles peuvent se faire en francs congolais. Si le marché d'échange reçoit une très grosse quantité de francs congolais, ceux qui ont ces francs congolais, comme ils ont le même réflexe, ils vont tous derrière le dollar pour acheter de dollars et garder leur monnaie. Et c'est cette chasse de dollars-là qui crée sa rareté. Et la loi de l'offre et de la demande est claire. Donc, lorsqu'un produit devient rare, il augmente de prix. Okay. Et c'est ce qui arrive. Et le deuxième facteur, c'est que nous n'exportons, en dehors des minerais qui ne fait pas les miniers, qui ont l'obligation de rapatrier 60% de leur devise, mais notre économie, on va dire mondaine, nos PME, nos PMI, n'exportent pas. Okay. Et elles ont toutes le même réflexe. Elles sont obligées de vendre en francs congolais, mais le premier réflexe qu'elles ont, c'est que les plus-values, les bénéfices, leur chiffre d'affaires est directement convertible en dollars, et donc tout ce qu'elles engrangent comme francs congolais, elles le changent, elles cherchent des dollars. Et donc, à partir de ce moment-là, même lorsqu'on veut importer, on a besoin des dollars. C'est à cela que servent les réserves d'échange, parce que lorsque les banques commerciales doivent, pour leurs clients, disponibiliser des dollars à l'importation, on se réfère à la Banque centrale pour en acheter. Donc, c'est à cela que sert la réserve d'échange. Donc, vous avez deux situations. La première situation, c'est la rareté du dollar par le fait que notre monnaie n'est consommable nulle part ailleurs. Lorsque vous donnez, par exemple, l'exemple de Brazzaville, c'est le franc CFA. Vous pouvez quitter avec le franc CFA, vous allez avec au Gabon, vous allez consommer ce franc CFA. Mais le franc congolais, vous ne le consommez nulle part ailleurs. Pourquoi? Mais parce que notre monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Et parce que, comme je vous le dis, en dehors du secteur minier, nous n'avons pas des produits manufacturés ou dans l'agroalimentaire et tout ça, que les gens sont obligés d'acheter en francs congolais. Voyez-vous, par exemple, ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui, elle impose que son carburant soit acheté en roubles. Donc, à un certain moment, les gens doivent acheter du rouble pour pouvoir acheter le carburant russe. Le jour où nous serons dans une situation où les gens sont obligés d'acheter du franc congolais pour obtenir nos produits, eh ben, notre franc congolais prendra de la valeur. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Donc là, nous importons le tout. C'est nous qui chassons le dollar. Ça veut dire que nous sommes à la quête du dollar, parce que nous importons presque 90% de tout ce que nous consommons. Et dans une situation comme celle-là, sans production, il est presque normal que la monnaie n'ait pas une valeur au-delà des frontières. Alors, aidez-nous à faire une comparaison entre le PIB et le RMB, ici en RDC. Oui, bon, alors en ce qui concerne le PIB, il faut considérer que si on veut être très pratique, il faut considérer que vous avez la RDC une maison, ou une usine, ou une entreprise.
et que vous venez à la fin de l'année, vous vérifiez toute la richesse que cette entreprise a produite. Ok. Tout ce que la RDC a produit comme richesse, c'est le PIB. Et on va dire, par exemple, en RDC, si vous avez produit 100 000, on va maintenant calculer le PIB par habitant, indistinctement de la nationalité. S'il y a 100 millions d'habitants et que vous avez produit 100 millions de dollars, sur toute une année, on va dire que bon, le PIB par habitant est de $1. Par contre, le revenu national brut, généralement les gens l'appellent aussi le PNB. Le revenu national brut concerne les Congolais, ou concerne les autochtones, ou concerne les nationaux. Cela veut dire que vous prenez l'ensemble de tout ce qui a été produit, et lorsque vous faites la rétribution, vous ne considérez que la part qui a été perçue par les Congolais. Et donc, lorsque vous voyez par exemple le tableau qu'il y a là, vous voyez en 2015, un Congolais moyen a gagné $620. Donc, lorsque vous divisez par 12 pour avoir ce qu'il a gagné par mois et vous divisez par 30, c'est l'histoire dans laquelle on vous raconte que les Congolais vivent avec moins $1 par mois. Et vous voyez alors que le PIB était à 3415. Ça veut dire que le PIB est 5 fois plus élevé que le PNB. La différence que vous voyez entre le RNB et le PIB, c'est ce qui sort. Ok. C'est-à-dire, c'est ce que nous perdons en termes de richesse. Nous avons produit pour 3415 en théorie par habitant, la répartition de la richesse, mais comme c'est une répartition qui n'est pas inclusive, le Congolais n'est pas inclus. Et lui, il ne retire de ce que nous avons produit que 620. Et donc, la tendance à partir de 2018, on va dire déjà, 2016, 2017, je crois qu'avec avec le code minier, vous allez remarquer que ces courbes se rapprochent. Et là, par exemple, en 2021, nous étions à 2290 de PIB contre 1110. C'est du simple au double, contrairement à ce que nous avions en 2011, par exemple, où vous aviez 5 fois. L'idéal serait qu'effectivement, à un moment donné, ces courbes-là se croisent et que lorsqu'on parle du PIB ou qu'on parle du RNB dans notre pays, et cela arrive dans des pays développés comme la France, qu'on ait ce croisement-là qui va faire que le PIB et le RNB soient pareils ou soient égaux. Et donc, l'ensemble des richesses produites est réparti par habitant et qui vaut pour le PIB comme pour le RNB. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, toute cette différence que vous voyez, c'est ce qui sort, ce que les étrangers nous prennent de tout ce qui est produit dans notre pays. La différence entre ces deux courbes, c'est ce qui sort. Alors, on va dire que c'est à 80% que le Congolais vit de l'importation. On ne produit pas tellement et ceux qui sont prêts à produire ne sont pas accompagnés. Il y a un fort besoin de financement, de sponsoring, de bailleurs de fonds. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire par rapport à ça? Mais vous savez, il y a beaucoup de difficultés que nous avons. Nous n'avons qu'une seule institution. Déjà, dans les pays normaux, ce sont les banques qui soutiennent l'économie. Okay. C'est le secteur bancaire qui finance les PME, les PMI. Malheureusement, chez nous, étant donné que les banques sont étrangères et qu'elles lèvent des fonds sur des marchés étrangers et que l'on considère que la RDC est un pays à risque, elles lèvent généralement des fonds à des taux déjà élevés. De sorte que lorsqu'elles arrivent avec ces fonds ici et qu'elles doivent les donner ou les redistribuer aux demandeurs ou aux emprunteurs, le taux est généralement prohibitif et assorti des garanties hypothécaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une activité économique soutenue par une banque si vous n'êtes pas vous-même déjà détenteur ou propriétaire d'un bien immobilier. Voilà. Alors, ça c'est déjà un frein. Il y a des pays, beaucoup de pays d'Afrique où on continue à prêter sans garantie hypothécaire. Mais chez nous, on considère que c'est un gros risque. Donc ça, c'est déjà un frein. Et d'autant plus que d'ailleurs, la seule institution qui peut financer l'économie chez nous, qui finance l'industrie, c'est le FPI. Et le FPI lui-même se protège du risque, c'est-à-dire que lorsque vous allez emprunter au FPI, il vous demande aussi une garantie hypothécaire. À la différence que le FPI a un taux généralement plus bas que le taux pratiqué par les banques commerciales. Au FPI, on est autour de 6%, alors que dans les banques commerciales, on nage autour de 12, 13, 14, et ça va même jusqu'à 18% pour le prix à la consommation. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord avoir des banques de développement, avoir la capacité de créer des banques
dans lesquels l'actionnariat est ouvert, ça veut dire que vous avez une partie d'actionnariat privé congolais, l'actionnariat public, de telle sorte que nous puissions nous-mêmes mobiliser l'épargne de nos compatriotes. Cela veut dire quoi? Chacun de nous a un compte bancaire. Et ce compte bancaire est logé dans une banque étrangère et tous les frais, les agios, nous les payons à des banques étrangères. Nos propres fonctionnaires sont payés à Ecobank, à Equity, à Robank. Ça occasionne des frais et nous perdons des millions de dollars tous les mois en frais bancaires. Si nous avions des banques créées par des Congolais, cette richesse allait rester chez nous. Et elle pouvait être réinvestie dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la banque? La banque est juste là pour récupérer l'argent que vous déposez. Il y a des déposants. Et prendre cet argent, le donner à ceux qui en ont besoin, sous garantie. Mais comment est-ce qu'elle rémunère les dépôts? Elle rémunère les dépôts à 1%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois, c'est même moins d'1%. Vous déposez 1 000 $ à la banque, vous venez après une année dans un compte épargne, vous trouvez 1 008 $. Mais lorsque quelqu'un vient emprunter les 1 000 $ que vous avez déposés, la banque va lui faire ces 1 000 $ avec 18%, et elle va prendre 180 $ dessus. Donc finalement, elle se fait une plus-value de plus de 100 $. Et généralement, sur de l'argent qui n'est pas le sien, mais sur le dos des Congolais. Et donc, ça, c'est une pratique bancaire classique. Mais cette pratique bancaire devait être faite par les Congolais aussi. Mais malheureusement, ceux qui empruntent de l'argent sur des marchés étrangers sont des étrangers. Lorsqu'ils font des bénéfices, ils vont le rapatrier dans leur pays. Alors que si nous avions nos propres institutions bancaires, cet argent resterait chez nous. Donc, il faudrait quand même que les Congolais commencent à apprendre à créer de la valeur ajoutée, à créer de la richesse, à se coaliser. Vous savez qu'aujourd'hui... La confiance aussi entre nous. Prenez un exemple des supermarchés. Vous avez le groupe Bisson à Bissot, généralement connu sous le nom de Kin Marché. Aujourd'hui, il est dans toute la ville. Je suis allé en Passa dernièrement. Après l'aéroport, j'ai vu un Kin Marché. Mais je connais des supermarchés congolais de bonne renommée, Monishop par exemple, qui n'a pas pu ouvrir un deuxième après 10 ans d'exploitation. Donc il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que même lorsque les Congolais ont des moyens, en dehors du cadre familial, il est difficile de voir une société congolaise avec un capital d'1 million. 1 million congolais. Non, ça n'existe pas. Les gens ne préfèrent pas. Ils préfèrent faire des petites entités où il est avec son épouse, avec ses enfants, avec ses cousins. Mais au lieu de mobiliser des moyens et de faire des grandes structures pour employer d'abord les Congolais, pour créer de la richesse pour les Congolais, nous n'avons pas encore développé cet esprit-là, alors que lorsque vous allez au Nigeria aujourd'hui, il y a plus de 10 000 millionnaires dans la ville du Nigeria, de Lagos, et aucun de ces millionnaires n'est politicien. Ils sont tous dans le business. Et ils apprennent à se faire confiance. Bon, c'est aussi la culture musulmane et tout ça, mais ils apprennent à se faire confiance et ils travaillent ensemble et ils arrivent à développer leur économie. Aujourd'hui, ils produisent même des véhicules qui sont nigérians. Ils produisent beaucoup de choses, mais ils le font pour eux. Ils ont leurs propres industries et ils investissent eux-mêmes dans leurs projets. J'ai suivi un documentaire dernièrement, pour finir par là. J'ai vu qu'il y avait des millionnaires qui étaient à la recherche des startups. Ça veut dire des petites entreprises, des jeunes qui n'ont pas les moyens de développer en réseau des moyens. Et eux, ils viennent, ils financent ces jeunes. Des choses qui n'existent pas chez nous. Et quand le projet est bon, ils vous disent, bon, écoutez, je vous prête 100 000 sans intérêt, ou je prendrai 10% d'intérêt, développez votre entreprise. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, au Nigeria, nous avons plusieurs millionnaires qui ne sont pas forcément politiciens, mais chez nous, si vous avez 20 millionnaires, 18 sont des politiciens. Bon, on va chercher à savoir comment ils gagnent cet argent. Ça, c'est un autre débat. Mais dans des pays comme le Nigeria et le Ghana, les politiciens, les millionnaires ne sont pas des politiciens. Ceci nous emmène à dire que nous avons un travail à faire dans le changement de mentalité, parce qu'après, il faudrait aussi apprendre aux Congolais de consommer ce qui est produit par un autre Congolais, et de l'autre côté, à ce Congolais-là, d'apprendre à produire ce qui est de qualité. Apprendre à produire ce qui est de qualité, pas vraiment, parce qu'il faut qu'il ait les moyens de produire. Okay. Le vrai problème, c'est comment est-ce que nous développons notre industrie. Surtout qu'il y a des personnes, des jeunes prodiges, des jeunes talents, qui ont des projets bancables, des projets à portée, je veux dire, à portée sociale énorme, mais qui ne peuvent pas réaliser ces projets faute de moyens, faute de financement. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Comment est-ce que nous finançons l'initiative privée, ne serait-ce qu'en termes de PME et en termes de PMI?
Ça, ce sont des vraies questions. Et lorsque nous aurons répondu, il y a des structures comme ANADEC, mais bon, ça se fait à petite échelle. Lorsque nous aurons répondu à cette question-là, nous aurons des sociétés qui presteront, qui produiront des services et des biens de qualité, et les Congolais pourront consommer ces produits et ces services. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce moment, mais nous aimerions clôturer avec le résumé de tous les budgets. Bon, je crois que j'avais demandé qu'on me fournisse, j'ai pris ces données à l'ECOFIN, ça fait 4 ans que je suis rapporteur du groupe dépenses. Donc, de manière, je résumais entre 2018 et 2023. J'espère qu'ils vont nous envoyer ça maintenant. Un petit tableau. Voilà, donc entre 2018 et 2023, le budget est passé de 7,2 milliards à 14,7. Les réserves de change à 879 millions à 4,3 milliards USD. Les dépenses militaires qui étaient de 125 millions en 2018 sont passées à 404 en 2022. Et je pense qu'au premier trimestre 2023, nous avons déjà dépensé plus de 150 millions. Je dois vérifier au niveau de la Banque centrale. En termes de scolarité de nos enfants, nous avons accueilli 11 millions d'enfants en plus entre 2018 et 2023, dont des enfants qui ont accès au système scolaire. Et en ce qui concerne les enseignants, entre 2018 et 2023, ils sont passés de 100 à 248. Et j'insiste pour dire que ce n'est pas assez. C'est une progression qui se fait par palier. Mais j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, nos enseignants iront jusqu'à 400 450 $, jusqu'à ce qu'ils atteignent vraiment un revenu confortable qui leur permet de rencontrer leurs propres besoins. Par rapport à ces analyses et ce tableau que nous avons, vous pensez que l'année, jusqu'à la fin, pour le reste des mois que nous avons, l'année 2023 sera une année facile? Non, elle n'est pas facile parce que vous savez, nos élections nous coûtent extrêmement cher. Le budget des élections flirte avec le milliard de dollars. Mais est-ce que c'est nécessaire que nous ayons les élections forcément cette année? Ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation constitutionnelle. Mais du moment où il y a des secteurs où les gens ne peuvent pas s'enrôler vu la guerre, il y a des secteurs qui sont inaccessibles. Bon, vous savez, même lorsqu'il n'y a pas la guerre, ce n'est pas tout le monde qui va aux élections. On doit se le dire comme ça. C'est un droit qui est fondamental. Même lorsqu'il n'y a pas la guerre, il y a des personnes qui ne s'enrôlent pas et qui ne vont pas voter. Cela n'est pas pour encourager. Tout le monde a droit à se choisir ses dirigeants. Et c'est une obligation aussi qui est légale et constitutionnelle. Maintenant, la question est de savoir quel sera le taux d'enrôlement au niveau de l'Est du pays, parce qu'on a chaque fois prolongé. Aux dernières nouvelles, nous étions à 20 pour certaines zones. En Ituri, nous étions à 30%. Nous espérons que d'ici le mois de juin, on va facilement atteindre, enfin, on va atteindre 60-70% pour pouvoir tenir les délais constitutionnels et avoir les élections à bonne date. C'est-à-dire que le mandat du chef de l'État, suivant l'article 73, le scrutin doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État. Donc on espère que cela va se produire comme ça, mais déjà pour Kinshasa, c'est bouclé. On a 100% d'assignation. Partout où il n'y a pas la guerre, c'est presque 100% d'assignation. Maintenant, nous attendons nos sœurs et frères de l'Est pour voir si on va atteindre ne serait-ce que 70% et avoir un fichier électoral consolidé qui nous permettra de faire la loi sur la répartition des sièges. Et cette loi doit être traitée pendant cette session. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Le plaisir est partagé. C'était Le Congo en vrai pour vous, chers téléspectateurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Très bientôt, nous serons sur un nouveau numéro. Au revoir. Mes chers compatriotes, où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, le 7-30 juillet 1960, les uns et les autres voulons avoir une influence déterminante sur nous. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais, Les élections libres et démocratiques défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.